Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Eh merde, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui nous recevons Hélène Bertrand, Margot Desailly et Blanche Ripoche de la compagnie 52 Hertz pour leur spectacle Sirène. Bonjour Hélène, bonjour Margot et bonjour Blanche. On se rencontre aujourd'hui pour parler du premier spectacle de votre compagnie 52 Hertz qui s'intitule Sirène. 52 Hertz, c'est le nom d'une baleine qu'on nomme la plus seule au monde car sa fréquence est plus basse que celle de ses congénères, ce qui l'empêche de communiquer avec les autres. Et comme on vient de le dire, votre première création s'intitule Sirène. Pourquoi cette appétence pour le milieu aquatique ? C'est vrai qu'on a trouvé le nom de la compagnie en rapport avec le spectacle. Du coup, on a créé aussi la compagnie et la structure autour de ça. Je pense que ça nous semblait assez cohérent que c'est un lien, mais on n'a pas... Je veux dire, on aime aussi la montagne, quoi. On n'a pas une appétence particulière pour le milieu aquatique. Mais c'est sûr que 52 Hertz, ça nous a beaucoup parlé quand on a découvert cette histoire. Donc de cette baleine qu'on n'a jamais vue, en fait, ça c'est quelque chose qui est très mystérieux parce qu'on l'entend, on sait que c'est un individu, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quelle espèce il s'agit, si c'est un hybride, donc ça nous parlait directement des sirènes, si c'est une baleine qui a un problème, qui est dyslexique, enfin, voilà, qui ne sait pas s'exprimer à la bonne fréquence, quoi, en fait, parce que c'est ça l'histoire de la 52 Hertz, c'est qu'elle s'exprime pas à la fréquence où les baleines s'expriment normalement. Et du coup, elle se fait pas entendre par ses congénères baleines. Et ça nous a vraiment parlé des mythes, de ce qu'on n'entend pas, et du coup, qu'est-ce que ça raconte, comme si c'était un message qui était pour quelqu'un d'autre. Du coup, est-ce que c'est des nouvelles histoires, et donc ça nous a parlé de nous, de ce que nous on essaye de faire avec Sirène aussi. Je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais on a commencé à rêver toutes les trois au projet Sirène ensemble quand on était au bord de la mer. Enfin, du coup, peut-être que ça nous a influencés sans le savoir. Le titre du spectacle, Sirène, est au pluriel. Est-ce que cet accord grammatical est là pour souligner votre volonté d'incarner toutes les sirènes possibles ? C'est en tout cas au moins nos 3 spécimens, on va dire. Donc on est parti du postulat que les sirènes existent et que on les a pêchées dans l'océan et donc on les met dans un jardin d'acclimatation. Et c'est pour ça que déjà on s'est dit on a pêché 3 spécimens de sirènes. Bon, voilà, vous les avez sous les yeux. Le long du spectacle parlait des différents mythes, des différentes histoires un peu et différentes versions. Donc ouais, il y a plusieurs sirènes, il n'y en a pas une. Puis en plus, il y a la polysémie du mot sirène aussi qui est... Enfin, moi, j'y pense aussi un peu, où je me dis, tiens, c'est marrant, la sirène, c'est aussi une alarme. Si en lisant ce titre, on peut entendre différentes représentations du mot sirène ou différentes sirènes, et ben tant mieux. On sent chez vous aussi une énergie à lier vos recherches théoriques sur les sirènes à une pratique et une confrontation réelle. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre road trip à travers la Bretagne à la recherche de la représentation de la sirène ? Dans les prémices du spectacle, donc on s'est intéressé au mythe de la sirène et on a découvert l'histoire de la cité 10 et donc du mythe de la première sirène bretonne qui serait Dahu, qui est une femme une pécheresse qui vit dans la luxure et dans une cité qui s'appelle la cité 10 qui est en plein milieu de la baie de Douarnenez, punie par les dieux. La cité se fait engloutir et elle aussi par conséquent, et elle serait devenue donc la première sirène, etc. On a un peu essayé de chercher toutes les versions de ce mythe-là, on en a trouvé différentes versions, et on a surtout vu des spécialistes qui se battaient pour savoir quelle version était la vraie, et donc quelle était la vraie histoire, et donc la vraie sirène, et donc cette espèce de recherche de véracité nous a un peu amusé. En fait, on peut pas savoir parce qu'il parle du fait que la première histoire et la première légende étaient païennes et qu'elle a été réutilisée, par le christianisme en arrivant. Et donc du coup que ça c'est devenu, elle est devenue très moralisante en fait et très, le christianisme en est un peu emparé. Et donc on voulait nous retrouver la version païenne qu'on n'a jamais réussi à retrouver et que même les spécialistes ne savent pas trop ce que c'était puisque de toute façon tout ce qui n'a pas été écrit et donc c'était des légendes orales qui se transmettaient. En fait, est morte. Enfin, on peut pas la retrouver. Donc, on est un peu allé, nous, sur les traces de toutes les versions, il y a plein de je sais pas comment dire, d'endroits
en Bretagne où, soi-disant, la cité 10 serait. Il y a même des expéditions qui ont été faites pour aller retrouver la cité 10. Donc, on est allé un peu sur toutes ces traces-là. Et en fait, le constat qu'on a fait aussi, c'était que, en fait, même, dans toutes les versions qu'on avait, il n'y en avait pas une qui nous satisfaisait dans le sens où c'était toujours du point de vue de celui qui écrit et que c'est, soit daté, soit trop moral, de toute façon, la sirène avait était représentée de façon un peu négative ou péjorative, que ce soit juste une innocente, une ingénue ou une cruelle. Ce qui nous a le plus intéressé, c'était le rapport aux fictions, le rapport qu'on a aux fictions, plus que la fiction en elle-même, cette fiction-là en elle-même, et que c'était un moyen pour nous de parler des sirènes, de parler de nos rapports aux fictions. Quand vous parlez de fiction, j'ai l'impression d'entendre aussi des croyances, parce que les recherches que vous avez faites pour le spectacle vous emmenaient à vous interroger sur d'autres croyances que les sirènes. Et quelles sont-elles, ces croyances historiques fictionnelles, et pourquoi les avoir intégrées au spectacle ? En fait, dans le rapport aux fictions dont on traite, c'est aussi justement qui fait les fictions et qui écrit, en fait. Et dans l'histoire, avec un grand H, en fait, on se rend compte que ceux qui les écrivent, ça devient c'est des fictions, en fait. Et ça finit par devenir réalité et faire foi de réalité parce qu'on nous les apprend comme telles, mais qu'en fait, c'est toujours le point de vue de quelqu'un. Et donc, par exemple, on a été très inspiré par Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard, qui parle de comment le génocide des Indiens d'Amérique, en fait, a été récupéré par les Blancs, et on en fait, où ils ont fait des spectacles Wild West Show, qui racontent en fait ce combat-là du point de vue des dominants, et donc de ceux qui ont, entre guillemets, gagné, et donc qui refont jouer aux Indiens leur propre histoire, mais de façon à que ce soit divertissant, et du coup toujours du point de vue qui eux ont gagné. Par exemple, c'est cette chose-là des Indiens qui font ouh. En fait, ça vient de ce spectacle-là qui a été tourné dans le monde entier. Et en fait, c'est pas vrai. Tout est transformé, en fait. Et si on va pas creuser, on peut pas avoir la vraie version de ceux qui n'ont plus la parole. À travers le jardin d'acclimatation et les sirènes qui sont exposées, on vient aussi un peu parler des zoos humains à certains moments donnés. Enfin, comment on peut exposer des créatures, des êtres qu'on ne connaît pas et qui sont différents. Et parce que il y a toujours un rapport de domination. Ceux qui sont dominants écrivent sur et posent des mots, et en fait, comme la science, je veux dire, et ça devient réalité. Alors qu'en fait, si on replace les choses au bon endroit, tout ça, c'est des fictions. On choisit de raconter les choses, on choisit d'y croire, on choisit... Donc voilà, on vient un peu re-questionner tout ça et un peu essayer de détricoter ces fictions-là qui sont devenues une forme de vérité aujourd'hui, quoi. Toute cette néolittérature là qu'il y a en ce moment sur le rapport à la nature, et il y a pas mal de textes là en ce moment qui tentent de déconstruire ça, un peu les héritiers de Philippe Descola, tout ça, donc où on dirait tiens, pendant les modernes on s'est extrait de la nature, mais en fait en nommant la nature on s'en extrait alors qu'en fait on en fait partie, et du coup si on doit repenser un peu notre place dans le monde là, un peu à l'aune de la fin du monde, justement. Ça, c'est peut-être un paradigme qu'il faut transformer. Et je pense que ça, au même titre qu'Éric Vuillard, ça a été aussi un sujet qui nous a beaucoup animés sur comment notre rapport au vivant, en fait. Et le fait qu'effectivement, on ait mis les sirènes, parce que le spectacle commence avec des sirènes en cage dans un zoo, c'était aussi interroger ça, notre rapport au vivant, à ce qu'on nomme nature, nous, les êtres cultivés, face à ces êtres qui ne pensent pas. Donc voilà, en fait, la sirène, c'est un peu un prétexte quand même pour parler de beaucoup de choses. Et effectivement, à chaque fois, c'est la question du récit dominant, quoi, qui est travaillée. Comment s'est passé le travail avec Léa Gadebois et Heidi Folliette, qui sont du coup les créatrices des costumes et de la scénographie ? Je vous pose cette question-là parce qu'à un moment donné, pendant le spectacle, je me suis dit, on voit que tout est en toc, comme finalement toutes les croyances historiques fictionnelles que vous avez envie de dénoncer. C'était super. C'était un peu un désir de... déjà, alors, donc on a un sol de vivarium qui peut raconter plusieurs choses. Enfin, on voulait pas que ce soit juste référence aux zoos, ou vu qu'on vient traiter de pas mal de fictions différentes et qu'on fait un grand balai un peu, on avait envie que ça puisse évoquer plusieurs choses. Et donc, il y a à la fois cette chose qui se rapporte au zoo, à ce qu'on va exposer. On va faire en sorte que ça représente la nature. Donc, comme on l'imagine, voir l'animal dans son élément naturel,
Donc là, on est un peu des sirènes lézards, donc on va un peu mettre une espèce de sol un peu vert bleu qui fait référence au vivarium. Et en même temps, il y a cette chose très très polie, quoi, des modules sur lesquels on peut monter, qui peuvent être des podiums, après on va pouvoir les utiliser pour en faire autre chose. Donc c'est très lisse, et ça fait penser un peu à la banquise, etc. Et en même temps, pour nous, c'est des objets qui font un peu référence à la salle de motricité, au gymnase, la salle où c'est des enfants qui jouent. Et bon, on fait quand même beaucoup de bêtises dans ce spectacle, donc c'est un peu un grand espace de jeu. On a pas mal travaillé avec elle à partir d'images aussi. En fait, elle travaille beaucoup comme ça. On a beaucoup discuté ensemble et elles nous ont amené des images de référence de spectacles ou d'artistes plasticiens, plasticiennes. Et on s'est un peu, du coup, nourri de ces images-là qui sont référencées au zoo ou à l'art contemporain. Enfin, il y a eu plein de choses très différentes et on avait déjà travaillé, toutes les trois, avant de parler avec elle, travailler sur cette notion de plastique qui vient faire les queues, en fait, parce que ça nous racontait aussi, le 6e continent dans la mer. Et puis c'est une matière qui est très très volatile aussi et qui du coup peut faire plein de choses, quoi, qui fait un peu cheap. Et on avait un peu envie de ça aussi. C'est-à-dire que le côté réaliste nous intéresse pas vraiment. On avait envie vraiment de pouvoir dénoncer très fort dans le spectacle aussi que c'est du jeu, qu'on joue, et que parce qu'on a décidé que c'est des queues de sirènes, c'est des queues de sirènes, et que voilà. Et en même temps, c'est vraiment une matière qui est belle aussi, qui a vraiment une légèreté, et qui peut faire un peu aquatique à certains moments donnés, en travaillant avec la lumière et tout ça. Donc c'était quelque chose qui nous a intéressé pour les bâches du fond et pour les queues, quoi. On avait envie un peu de rester dans les mêmes matières, quoi. On a pas mal ri avec Heidi et Léa parce qu'en fait, on voulait vraiment faire du moche beau. Ok. Et du coup, on leur disait souvent, ça c'est vraiment super, parce que c'est vraiment moche ce que tu fais, c'est vraiment super. Elles disaient, ouais, c'est la première fois que c'est un compliment pour moi, mais merci. Mais je crois qu'il y avait un truc vraiment de cet ordre-là, comme tu dis, et du coup, de la notion de toc un peu aussi dont tu parles, c'est un peu des accessoires de théâtre, où c'est un bâton avec un vieux sac plastique et ça fait un drapeau. Il faudrait presque qu'on se raconte que ces 3 comédiennes-là qui sont venues, qui ont mis 3 bouts de scotch, 3 modules dans un coin, et hop, ça fait un zoo. Et on est comme si on était responsable de ce qu'on était en train de provoquer sur scène. Et pas une espèce de bel écrin dans lequel on viendrait raconter une histoire. Mais un peu ce truc de la bidouille, je crois on avait à cœur, on aurait pu, je pense, faire des plus belles queues, qui ressemblent vraiment à des queues de sirène, tout ça, mais on aimait bien que ce soit des objets pauvres, quoi, et que puis on puisse se dire, en fait, ces 3 meufs qui se sont scotchées des bâches, elles se sont mis toutes nues et elles ont fait les sirènes. Et en filigrane, qu'on puisse toujours un peu voir ça pendant le spectacle, même si après nous on part super loin. Par rapport à l'imaginaire, vous le sollicitez beaucoup pour les spectatrices et les spectateurs, parce qu'on vous entend parler véritablement qu'à 2 reprises dans le spectacle, à un moment où vous incarnez des êtres humains qui sont spectatrices des sirènes, et à un autre moment où, Blanche, j'ose dire que tu prends la parole en tant qu'interprète, et tu partages avec votre pensée et votre réflexion sur l'image de la sirène un peu. Pourquoi prendre le parti de n'utiliser que très peu la langue dans le spectacle ? En fait, donc c'est une écriture collective qu'on a fait toutes les 3, et donc qui est 2 plateaux. Et en fait, on a donc lu beaucoup de choses et ensuite on faisait des improvisations et à partir de là, on a tricoté le spectacle. Et en fait, on a écrit beaucoup de choses. On s'est aussi, nous-mêmes, on a écrit des textes, on en a lu. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on avait l'impression que les images qu'on fabriquait étaient plus fortes que les mots. Et que presque dès on essayait de poser des mots sur ce qu'on était en train de produire, ça perdait de sa force, en fait. Et ça diminuait la puissance, quoi. Et ça explicitait trop, Et en fait, on avait, je crois, très fort envie que la moitié du travail soit fait par le spectateur et les spectatrices, dans le sens où qu'ils aient tous toute la place de se faire leur propre histoire, en fait. Et que nous-mêmes, on vienne pas comme ce qu'on dénonce, entre guillemets, mais venir poser des quoi penser, quoi faire, quoi. Et du coup, on s'est vraiment centré sur les images et c'est ça qui nous a le plus animés au début. Et puis, il y a eu un moment donné où on a lu des poèmes, on a été très touchés par les poèmes qu'on a lus. On a toutes les 3 écrit un grand poème, avec cette envie qu'il y ait quand même peut-être une façon d'avoir quand même des mots qui sont... Et donc de la littérature, mais peut-être plus de l'ordre poétique pour pouvoir exprimer quand même ce qu'on avait un peu envie de dire.
Et puis Margot a écrit un texte qui nous a touché très fort toutes les trois, et on s'est dit mais en fait c'est ça, où il y avait toutes les images dedans qui nous parlaient et qui venaient pas surligner quoi que ce soit, mais qui laissaient encore une autre porte ouverte, qui amenait encore autre chose. Et donc du coup c'est devenu et on trouvait ça plus fort de venir en traduction, c'est-à-dire que c'est comme la femme poisson qui vient prendre la parole à la fin, et en fait on vient traduire sa parole, mais que c'est encore comme si l'être humain, on essayait de se mettre un tout petit peu au service d'autre chose et d'essayer de donner la parole à un autre être qui viendrait d'ailleurs dire un petit peu, est-ce qu'on pourrait pas imaginer autre chose, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre possible? Voilà, on essaie de se glisser un peu à cet endroit-là. L'endroit de jeu qu'on cherche, il est très proche du clown. On est à la frontière, quoi, je crois, mais en tout cas, on flirte avec ça. Et du coup, ouais, peut-être qu'à cet endroit, ça se passe de mots et qu'il y a un vrai truc pour nous, je pense, de singer pour détruire un peu, enfin, moquer les choses pour les renverser, les rendre absurdes, et par le jeu, par le clown. Et je trouve que des fois, c'est un médium assez sensible, le clown, mais qui permet de recevoir autrement des idées qui seraient peut-être... Enfin, je veux dire, on les a théorisées 1000 fois, ces idées-là. Et du coup, de venir essayer de leur donner corps de manière peut-être un peu plus sensiblement et naïvement par cet être un peu clownesque. C'est aussi une façon de la partager, je pense, avec les gens différemment, quoi. On avait très envie qu'on puisse incarner la forme et incarner, enfin physiquement, je veux dire, une chose qu'on voudrait voir bouger, mais pas l'expliciter. Et du coup, j'ai l'impression que la forme qu'on a faite, enfin, je veux dire, c'est quand même un hybride, ce spectacle. Il brasse plein de choses différentes. Et en fait, on avait très envie de pas rentrer dans des cases et qu'à l'intérieur même de ça, que notre façon de jouer soit pareil, insaisissable. Et du coup, je pense que ça c'est pareil, ça se passe de mots. Enfin, c'est-à-dire que comme si le langage parfois remet à des endroits de cases parce qu'on nomme les choses et que du coup ça les écrase. Et que en fait on s'est senti plus libre, j'ai l'impression, dans le fait de physiquement incarner les choses. Et c'est marrant parce que après le spectacle, il y a quelqu'un qui m'a dit quand même vous avez un métier formidable, genre, un métier hyper intéressant comédienne, parce que c'est comme si vous vous nourrissez de lecture, de choses théoriques aussi, et qu'en fait vous le recrachez physiquement, enfin que ça passe par c'est une autre façon de retransmettre les choses, quoi. Et bon, je sais pas, ça m'a marqué parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye un peu de faire dans le spectacle aussi, quoi. Que physiquement, en fait, on transmette ce qu'on a envie de véhiculer dans la forme. Et après, je pense aussi qu'on s'est assez laissé surprendre par la manière dont on a travaillé au plateau. Enfin, on a tout de suite, très rapidement trouvé la façon de travailler cette espèce de vivarium, en fait, de trois êtres entre l'humain, la femme et l'animal, et de chercher vraiment même l'animalité et ce rapport à l'enfermement, etc. Et en fait, c'était un travail déjà très proche de la performance, et c'était difficile après de sortir de là et de savoir même comment on allait faire évoluer cette forme, mais on savait que c'était qu'on avait touché quelque chose avec cet endroit-là de vivarium qui est dans la première partie du spectacle, et du coup, ouais, ça se passait de mots, et après ça a été une recherche de voir comment on sortait de là, et ça a été par la case d'ouvrir aux visiteurs, en fait, d'ouvrir de l'autre côté du bocal. Mais voilà, c'était un peu surprenant aussi, même pour nous. Vous avez parlé à un moment de se moquer des choses. Est-ce que le rire était là, en tout cas l'humour? Vous avez envie d'injecter ça tout de suite dès le départ dans le spectacle? Alors, je crois qu'on a toutes les trois un rapport au clown qu'on aime beaucoup, et c'est un endroit de liberté très fort, et du coup on dit souvent qu'on s'est offert aussi ces rôles-là parce qu'on nous les aurait jamais donnés, et que c'était très important pour nous de pouvoir traiter toutes ces choses-là avec aussi de la légèreté, aussi de l'humour. Du coup, c'était là très présent depuis le début, et c'est quelque chose qui nous a pas lâché, quoi. Au début du spectacle, Hélène, tu viens installer une radio où l'on entend la parodie justement d'une émission culturelle où d'éminentes et éminents spécialistes viennent parler de la sirène.
Et, est-ce que c'est une façon de prendre de la distance avec humour sur ce qu'on est en train de faire ici et maintenant? On veut pas taper sur la radio, enfin je veux dire, c'est pas notre ennemi du tout. Je pense que ce avec quoi on avait envie de rire, encore une fois, c'est la question des récits dominants et de se dire du coup, la figure de spécialiste aujourd'hui, elle fait autorité. Et la figure de spécialiste est peut-être d'abord une posture. Enfin, on a besoin des spécialistes, on a besoin de gens qui pensent des sujets de manière très très spécifique. On n'est pas là en disant il faut brûler tous les spécialistes, je pense. C'est pas ça le sujet. Mais par contre, effectivement, peut-être qu'en ce moment, ce sont les gens qui font le réel. Bon, on l'a beaucoup vu avec la crise du Covid-19 notamment. Il y avait des spécialistes partout enfin voilà, ça détermine très fort une réalité et le savoir. Et c'est une posture très puissante. Et c'était plutôt ça qu'on avait envie de tourner en dérision dans cette espèce de posture de sachant qui parfois est presque fascisante sur le réel parce qu'elle vient et parce qu'en fait des fois ils ont eu tort. Peut-être en fait que les spécialistes c'est super, mais faut qu'on puisse penser ensemble que les spécialistes parfois se trompent. Et en fait voilà, je pense que là on est dans un moment là où c'est ça qui fait l'autorité sur le réel et des fois ça fait peur. Pas toujours, mais voilà, du coup nous c'est une façon de prendre de distance peut-être avec le grand savoir. Aussi quand même un petit peu de moquer les spécialistes qui parlent à la place d'eux. Enfin là en l'occurrence, ces spécialistes qui parlent de la sirène. Et comme si c'était déjà... Enfin, on se disait que c'était un être qui existait, etc. Et que c'était jamais de la parole de la sirène. C'est pour ça aussi, il y a cette parole à la fin du poisson, de la femme poisson. Genre, on lui donne la parole maintenant. Et ça vient répondre au début où elle était parlée. Et donc, il y a un peu toute cette première partie où elle est parlée, on vous donne à voir... Et à la fin, un petit renversement de bon, et si maintenant elle parle, elle, et qu'est-ce qu'elle dit? Ce qu'on peut constater, c'est que même s'il n'y a pas trop de langue dans le spectacle, on parle beaucoup de paroles. Vous vous êtes rencontrés toutes les trois au Conservatoire de Rennes et vous avez reçu une formation classique de texte, j'imagine. Et puis vous êtes allés dans des écoles, pour toi Hélène à Limoges, Margot à Saint-Étienne et Blanche à Strasbourg, et où le travail des textes est présent aussi. Pourquoi s'éloigner du texte pour cette première création? Dans ma formation à Limoges, c'était vraiment pas que le texte. Déjà, j'avais envie d'aller dans cette école parce que justement, elle était très basée sur le corps et assez physique. Et la première année, on n'a pas du tout fait de texte. On était vraiment que sur plutôt des disciplines de danse, d'acrobatie, de vraiment connaître son métier corporel avant de s'attaquer à du texte. Et après, oui, au conservatoire, on a fait beaucoup de textes. C'était plutôt ça la formation, mais en tout cas, moi personnellement, j'adore le théâtre qui n'est pas que à texte. Et j'aime bien travailler aussi en écriture de plateau, en écriture collective. Et des fois, ça se passe de mots, mais là c'est ça pour ce spectacle, mais bon, ça peut être plein d'autres choses par la suite, mais ouais, personnellement moi j'adore jouer des textes, donc s'il y a des metteurs en scène qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à m'embaucher. Jouer un petit Racine. non mais il y a pas de, c'est pas je pense qu'en tout cas on se positionne pas pro ou anti-texte. Effectivement la formation qu'on a reçue ensemble avec Daniel Dupont, je pense qu'elle nous a soudés à un endroit du texte, c'est vrai, et aussi d'autres choses. J'ai l'impression que Daniel, il nous a beaucoup, on le salue d'ailleurs si jamais il écoute un jour cette émission, il nous a aussi beaucoup transmis un peu un rapport à la... Comment on s'empare un peu inconsciemment des choses, et physiquement aussi, comment au plateau on y va, et parce qu'un mot ou une phrase ou quelque chose qui fait sens en nous, comment on l'explicite. Et c'est un peu ce qu'on fait en fait dans Sirène. Enfin, on faisait des exercices aussi très intuitifs sur donner des choses. Et je crois qu'on a un peu remâché ça vraiment à notre façon, mais dans notre façon de travailler, où on a brassé quand même beaucoup de matières textuelles et théoriques. Et après, on allait au plateau pendant 2 heures et c'était notre traduction un peu de ça quand on sortait. Donc voilà. On n'a pas d'amertume face au dramaturge. Moi, j'avoue que j'en ai eu un peu quand même. Non, j'avoue que j'ai eu un moment, j'en reviens, mais je crois que j'ai eu un moment de fatigue et
des textes, et surtout des textes classiques où je retrouvais plus ce que j'avais envie d'avoir au théâtre aussi. Enfin, des représentations qui étaient pour moi trop classiques et trop genrées, trop clichés, et qui m'allaient plus, et j'avais envie d'inventer autre chose. Et la réponse a été plutôt l'écriture de plateau, mais c'était plus un rapport au classique, pas au texte. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu entre nous de volonté d'être anti-texte, ou je crois pas. Je crois qu'on ne trouvait pas... en tout cas, moi, il y a un moment donné, j'ai eu un petit rejet des classiques. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir vus ou écoutés. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures aquatiques.